Bonjour, bonjour, c'est le podcast de l'externe et on est parti pour le nouvel épisode, le 59 je crois, avec l'item 127 sur l'hypertrophie bénigne de la prostate. Voilà, donc je profite de qu'on soit dans ce mois de novembre là avec le Movember qui milite un petit peu pour faire reconnaître, les pathologies prostatiques, notamment le cancer de la prostate. En se laissant pousser la moustache. Bon là, on va faire un petit item sur l'hypertrophie bénigne de la prostate, l'HBP, et voir un petit peu ce qui se cache derrière ce petit nom. Voilà, donc on va commencer tout de suite par la définition clinique et l'histoire naturelle un petit peu de l'hypertrophie bénigne de la prostate, qu'on va appeler HBP, par commodité. Alors, l'HBP correspond à une hyperplasie stromale. Le stroma, c'est un tissu fibromusculaire. C'est une hyperplasie stromale et épithéliale aussi, donc la glandulaire pour le coup, un épithélium glandulaire, de la zone de transition et périurétrale, donc autour de l'urètre, au niveau de la prostate. Voilà. On parle d'hypertrophie bénigne de la prostate clinique devant des symptômes du bas appareil urinaire. Et ça peut être rattaché par des arguments cliniques et paracliniques à, du coup, une HBP. Ces symptômes du bas appareil. Alors, l'histoire naturelle, comment ça évolue? L'HBP, elle est fréquente. Il faut savoir que ça représente 80 des hommes après 60 ans. Donc c'est tout simplement énorme, hein. 8 hommes sur 10, auront une HBP après 60 ans et 60 ans, c'est pas vieux en plus. Le développement de l'HBP est continu à partir de 30 ans déjà. Donc là, force à tous ceux qui approchent de la trentaine, on est ensemble. L'HBP peut rester asymptomatique, se manifester par des symptômes du bas appareil urinaire, donc notamment les symptômes de stockage et de vidange, de la vessie notamment, et ça peut aussi se manifester par des complications aiguës ou chroniques. Voilà, tout simplement. Alors, comment on va faire la démarche diagnostique de cet HBP? La démarche diagnostique, elle consiste à évoquer l'HBP devant des symptômes du bas appareil urinaire, comme on l'a dit, et elle en est la cause la plus fréquente chez l'homme de plus de 50 ans. Donc c'est un diagnostic qui doit nous venir rapidement à l'esprit devant une incontinence, non pas une incontinence urinaire, mais une dysurie, voilà, des troubles de la miction notamment. Le diagnostic positif se fait à partir du contexte clinique, de l'interrogatoire, de l'absence d'autres causes bien sûr, et du résultat du toucher rectal. Ah! Je sais pas pourquoi, je bâille pas et puis dès que je commence à lire un item, ça me fait bâiller. Voilà, donc est-ce que c'est soporifique ou pas? Je sais pas. Bon, en tout cas, si tu es en train d'écouter ce podcast, j'imagine que ça va t'intéresser donc d'ailleurs, si tu veux me le faire savoir, tu peux mettre 5 étoiles sur le podcast. Voilà, hein, ça fait du soutien. Moi, ça me sert, à rien, hein, franchement, je te le dis. Moi, ça me juste pour mon petit ego, personnel et de voir que j'aide du monde, ça me fait plaisir. Voilà. De toute façon, il y a si tu as pas envie de mettre 5, je vois pas ce que tu fais, sur ce podcast à l'écouter, hein. Autant aller écouter, de la musique ou autre chose de plus divertissant. Bon bref, allez, on s'égare et on revient sur la prostate. Donc voilà, le toucher rectal. Ça bien sûr, il faut, le faire et puis, bon, c'est pas le truc le plus agréable, du monde, quoique mais voilà, ça sert vraiment à faire le diagnostic. Alors, il faut connaître les diagnostics différentiels devant des syndromes du bas appareil urinaire, notamment rechercher une notion d'hématurie qui doit faire rechercher une autre cause. Des facteurs de risque de sténose de l'urètre aussi, qui pourraient entraîner une dysurie du coup, avec des antécédents d'urétrite par exemple, de traumatisme de l'urètre et cetera. Il faut rechercher des signes qui peuvent évoquer une polyurie. Et voilà et donc ces signes-là qui peuvent entraîner une polyurie, c'est le diabète sucré, l'apnée du sommeil, l'insuffisance cardiaque, la potomanie aussi bien sûr. Voilà donc tout ça c'est autant d'épisodes et d'items que l'on traitera, même si le diabète on l'a fait par exemple. Voilà, mais on va finir par tous les faire les potos. On est là. Allez,
Les complications aiguës maintenant. Donc, les complications aiguës vont justifier une prise en charge thérapeutique immédiate. Donc là, la première complication aiguë de l'HBP, ça va être la rétention aiguë d'urine. Donc là, ça tombe bien, on a fait l'épisode sur ça la dernière fois. Le dernier épisode, d'urologie, c'était sur la rétention aiguë d'urine et donc ça doit être évoqué devant une douleur hypogastrique, donc du bas-ventre et une impossibilité de miction à l'interrogatoire et à l'examen, on aura la présence d'un globe vésical, avec une matité suspubienne, et cetera. Une voussure même, suspubienne. Donc cette rétention aiguë d'urine va requérir, requérir une dérivation des urines en urgence, donc soit par un sondage vésical, soit, si c'est impossible, par un cathéter suspubien. Donc on plante directement l'aiguille au-dessus du pubis pour aller drainer la vessie directement, de manière percutanée. On va ensuite, instaurer un traitement alpha bloquant, de manière immédiate, voilà. Voilà. Un échec de reprise d'émission après l'ablation de la sonde ou le clampage du cathéter justifie alors une prise en charge chirurgicale. Voilà, si l'émission ne reprenne pas naturellement. Ensuite, deuxième complication aiguë. Donc là, ça va être l'infection urinaire de type prostatite aiguë ou épididymite même. Donc, infection du testicule et de l'épididyme. Cette infection urinaire doit être évoquée devant une exacerbation des symptômes du bas appareil urinaire, avec notamment des brûlures urinaires et de la fièvre. À l'examen, le toucher rectal est douloureux en cas de prostatite aiguë et une orchie-épididymite se présente sous forme d'une bourse inflammatoire et tuméfiée à l'examen des organes génitaux externes. L'infection urinaire est confirmée par un ECBU et elle requiert une hospitalisation en cas de signe de mauvaise tolérance. Elle doit être traitée par une antibiothérapie probabiliste. En première intention, c'est avec l'équinolone, ofloxacine, ciprofloxacine, etc. Et secondairement, on va adapter l'antibiothérapie au résultat de l'antibiogramme. Voilà, pour éviter de faire des résistances, de germes. Voilà pour la deuxième complication aiguë. Ensuite, on peut avoir une hématurie macroscopique qui peut compliquer une hypertrophie bénigne de la prostate et l'HBP ne peut être retenu comme étiologie qu'après l'élimination d'autres causes, notamment un carcinome urothélial ou un cancer du rein, des calculs également qui sont recherchés par un neuroscanner et une fibroscopie vésicale, où on monte la petite caméra par l'urètre pour arriver dans la vessie. On va rechercher une déglobulisation par un hémogramme sanguin, voilà, pour voir, pour évaluer avec l'hémoglobine, s'il n'y a pas une anémie trop importante. On va rechercher la présence de caillots avec rétention urinaire. Donc là, ça s'appelle, le caillotage vésical. C'est des gros caillots de sang qui vont venir obstruer, l'évacuation de la vessie. Et dans ce cas, on va poser une sonde vésicale à double courant de gros calibre pour faire un décaillotage avec un lavage de la vessie. Voilà, donc en fait, double courant parce qu'on va injecter du liquide dans la vessie par, un des 2 tubes de la sonde. Ça va venir diluer tout le contenu vésical et faire sortir les caillots, plus facilement. Voilà et enfin, dernière complication aiguë, ça va être l'insuffisance rénale aiguë, liée à l'obstacle sous-vésical, de l'hypertrophie bénigne de la prostate, donc de la prostate hypertrophiée et ça doit être évoqué, cette insuffisance rénale aiguë, devant des douleurs lombaires, des œdèmes, des nausées, une diminution de la diurèse, voire même une anurie, dans les cas les plus extrêmes. L'insuffisance rénale, elle va être confirmée par un dosage de la créatininémie et de la filtration glomérulaire, et l'étiologie va se faire par une échographie rénovésico-prostatique du rein, de la vessie et de la prostate, et on observera une dilatation des cavités rénales. Voilà, si les urines, ne s'évacuent plus, elles vont venir faire une dilatation d'abord de la vessie et puis en amont des uretères avec, jusqu'au dernier stade, les reins qui vont grossir, qui vont se dilater.
C'est pour ça qu'on a mal que les patients qui ont une insuffisance rénale aiguë vont avoir des douleurs lombaires notamment. Donc cette insuffisance rénale aiguë est traitée dans un premier temps par une dérivation des urines en urgence, comme pour, heu, comme pour la rétention aiguë d'urine tout simplement, avec la surveillance du syndrome de levée d'obstacle. Donc ça, c'est-à-dire, il faut pas drainer les urines trop rapidement. Sinon, on peut avoir ce qui s'appelle une hématurie à vacuo où la vessie va pouvoir se «claquer» entre guillemets, le muscle va se claquer et donc ça va faire de l'hématurie et cetera et ça peut, faire des caillots et de nouveau une rétention aiguë d'urine, enfin bref, voilà. C'est pour ça qu'il faut, gérer, on va dire, l'évacuation des urines en clampant la sonde, progressivement pour ne pas drainer toute l'urine d'un coup. Voilà, si les urines s'évacuent trop rapidement, la vessie ne va pas apprécier. Voilà, donc on va faire, cette dérivation des urines et prendre en charge, chirurgicalement l'hypertrophie bénigne de la prostate et on verra après comment ça se fait. Allez, maintenant on continue sur les complications chroniques de l'HBP. Donc là, ça va être, évidemment à rechercher et ça peut justifier une prise en charge chirurgicale. Donc premièrement, la rétention chronique d'urine est évoquée devant la présence d'un globe vésical qui n'est pas douloureux. Pas douloureux parce qu'il est habituel et donc il est plutôt bien toléré. À l'extrême, cette rétention entraîne une miction par regorgement, c'est- c'est-à-dire qu'en fait, eh bien, les urines ne peuvent pas sortir naturellement, mais c'est tellement rempli que ça va faire des fuites urinaires en fait. Donc le patient ne pourra pas gérer ses émissions urinaires volontairement. Cette rétention chronique va être confirmée par une échographie réno-vésico-prostatique, toujours pareil. Et donc, on va avoir sur cette écho une vessie avec un résidu post-mictionnel supérieur à 150 cc. Voilà, centimètres cubes, c'est équivalent à des millilitres. Voilà, donc 150 millilitres, on va dire grosso modo un petit verre, voilà, ça fait quand même pas mal, hein, comme résidu post-mictionnel. Donc, c'est-à-dire qu'après avoir uriné, eh bien, il reste un verre d'urine dans la vessie qui ne peut pas s'évacuer naturellement. Il faut éliminer bien sûr un diagnostic différentiel tel qu'une hypoactivité détrusorienne. Le détrusor, c'est le muscle de la vessie, muscle lisse. Donc s'il est hypoactif, eh bien il ne va pas pouvoir justement faire évacuer, toutes les urines. L'origine obstructive ou acontractile, donc avec absence de contraction dans la rétention chronique, peut être différenciée par un bilan urodynamique. Voilà, donc pour vérifier si c'est plutôt une obstruction ou plutôt une absence de contraction de la vessie, eh bien, on pourra faire un bilan urodynamique. Ça, je sais que moi, dans mon stage de MPR, ça se faisait. Voilà, donc je sais pas si c'est partout pareil, mais en tout cas, voilà. Le bilan urodynamique peut permettre de faire la différence entre, soit l'hypertrophie de la prostate, soit un manque de contraction du détrusor. Ça, c'est un nom stylé, ça a l'air de le détrusor, franchement. Ça fait un peu peur même. Bref, ensuite, la lithiase de stase. Donc ça, qu'est-ce que c'est? Ça va être lié à la présence d'un résidu post-mictionnel chronique qui va favoriser la cristallisation des urines. Ça va entraîner du coup une majoration des symptômes du bas appareil urinaire et plus spécifiquement de la dysurie. Et ça peut aussi se compliquer d'infections urinaires ou d'hématuries macroscopiques. En fait, ça peut, voilà, juste faire comme tous les symptômes, d'une stase urinaire, hein, ou d'un blocage complet même dans la rétention aiguë d'urine. Cette lithiase de stase est confirmée par une échographie réno-vésico-prostatique et donc là, on verra en l'occurrence une image hyperéchogène qui traduira la présence de lithiase, donc d'urine un peu cristallisée. Voilà pour la lithiase de stase. Ensuite, le diagnostic d'insuffisance rénale obstructive, qui peut compliquer l'HBP, va reposer sur quelle échographie? Sur l'échographie réno-vésico-prostatique, bravo. Et ça met en évidence une dilatation bilatérale des cavités pied-localicielles avec une altération du parenchyme rénal en amont
de l'obstacle sous-vésical. Donc, on a l'obstacle sous-vésical, donc au niveau de la prostate, donc ça dilate la vessie, ça dilate les uretères et les cavités piélo-calicielles. Ça dilate tout ce qu'il y a en amont. Il peut exister, des signes d'insuffisance rénale, donc des œdèmes, une prise de poids, de l'HTA, des nausées et ça va se traduire sur le bilan biologique par une élévation de la créatininémie. Voilà pour l'insuffisance rénale obstructive. Et enfin, dernière complication chronique de la l'HBP, ça va être la dysurie, qui est liée tout simplement aux symptômes de vidange vésicale et ça va s'associer à des efforts de poussée abdominale chroniques qui peuvent se compliquer d'une hernie de l'aine. Voilà, donc hernie inguinale en fait, tout simplement. La prise en charge est chirurgicale et doit se faire après la prise en charge de l'HBP. Voilà, on ne met pas la charrue avant les bœufs. Donc, on doit d'abord faire la désobstruction par la prise en charge de l'HBP avant de prendre en charge, et bien l'hernie inguinale qui est liée à la dysurie. Voilà, voilà. Alors maintenant, on va voir comment on fait le diagnostic positif avec, les explorations cliniques, voilà l'évaluation des symptômes et cetera. Donc, on commence comme toujours par l'interrogatoire et ça va être l'élément clé du diagnostic. Donc les signes cliniques que l'on va, s'attacher à rechercher sont des symptômes du bas appareil urinaire. Ça va être premièrement les symptômes de stockage, donc notamment une polachyurie diurne et nocturne et une urgenturie. Polachyurie, c'est, la fréquence très rapprochée des mictions. Voilà, donc ça, c'est le jour et la nuit et également une urgenturie. Ça va orienter déjà un petit peu. Ça, c'est les symptômes de stockage. Ensuite, il y a les symptômes de vidange. Donc les symptômes de vidange, ça va être la partie où on cherche à évacuer les urines. Donc on va avoir de la dysurie, par exemple, dans le cas d'HBP, une miction en plusieurs temps, une sensation de miction incomplète et donc voilà, on n'aura pas la vessie vide après, avoir fini sa miction, donc un résidu post-mictionnel. On pourra avoir la présence de gouttes retardataires aussi. Voilà. Ces symptômes sont regroupés dans le score IPSS 35. Voilà, c'est parce que ça va jusqu'à 35. De 0 à 8, c'est peu symptomatique. De 8 à 19, c'est modérément symptomatique. De 20 à 35, les symptômes là, par contre, sont sévères. Voilà, voilà. L'association fréquente des symptômes sexuels et de l'HBP ou de son traitement impose une évaluation de la sexualité chez les patients qui consultent pour des symptômes du bas appareil urinaire. Et donc notamment, on va chercher une dysfonction érectile, des troubles de la libido. Donc ça, on y viendra un peu plus tard dans de prochains épisodes. Et il y a un score qui existe aussi, c'est le score IEEF pour le coup. IEEF qui, est sur 15 pardon. Voilà. Bon là, on ne nous le détaille pas, mais si jamais, voilà, faut savoir qu'il y a un score qui existe, pour évaluer, la sexualité du patient qui consulte. Voilà pour l'interrogatoire. Ensuite, l'examen clinique. Donc on va faire une palpation abdominale à la recherche d'un globe vésical, et une percussion aussi. Ça peut servir à rechercher la matité. C'est pas précisé, mais bon voilà, je le rajoute, ça mange pas de pain. Ensuite, on va faire un examen des organes génitaux externes, bien sûr, à la recherche d'une sténose du méa urétral, qui pourrait être un diagnostic différentiel. Et on va pouvoir rechercher également un phimosis. Donc voilà, ça c'est le prépuce qui est trop serré au bout, du gland, tout simplement. Donc on a un mauvais passage, des urines si c'est trop serré, quoi. On peut aussi avoir un paraphimosis, là, c'est pas précisé, mais là, c'est plus, de l'urgence, en fait, parce que ça va venir, empêcher le retour veineux, du gland vers, le reste de la verge et du coup, ça va, pouvoir même se nécroser à terme. Voilà, c'est quand le phimosis est passé au-delà du gland, mais qui peut pas revenir au-dessus et donc ça fait un garrot, tout simplement.
Ça, c'était pour, l'examen des OGE et ensuite on va pouvoir faire le toucher rectal à la recherche d'un cancer éventuel. Donc là, on aura une substance un peu, enfin une palpation où on aura un aspect un peu pierreux, un relief, voilà, pas homogène dans le cas de cancer. On pourra rechercher la douleur au passage, du doigt sur la prostate et on pourra aussi évaluer le volume prostatique. Alors ça, franchement, pour le coup, c'est assez compliqué à estimer. Il faut faire beaucoup de touchés rectaux, de toucher pour avoir l'habitude. Donc je pense que c'est plutôt les urologues qui peuvent l'estimer comme ça, au TR. Parce qu'en vrai, c'est assez compliqué de voir si c'est vraiment augmenté ou pas. Voilà, je parle en tant qu'interne qui a peu d'expérience là-dedans, hein. Après, voilà, si vous voulez vous spécialiser en TR, bon, mais là, vous pourrez le faire les yeux fermés. Allez, maintenant, les explorations paracliniques qu'on va faire en première intention d'abord pour le bilan d'une HBP. Ça va être déjà, premièrement, le CBU qui va permettre de rechercher une hématurie pour voir s'il y a du sang ou pas. On va pouvoir rechercher une infection urinaire et donc ça fait partie des diagnostics différentiels de l'HBP. Ensuite, seconde exploration paraclinique après le CBU, ça va être la débimétrie. Ça permet d'objectiver la dysurie et donc là, les paramètres clés de l'interprétation de la débimétrie, ça va être le débit maximum, de la miction, la forme de la courbe également, voilà. Donc l'idéal, c'est d'avoir un volume uriné qui est supérieur à 150 millilitres pour permettre une évaluation plus fiable. Un débit maximal inférieur à 15 millilitres par seconde est considéré comme pathologique. Voilà, donc si, le débit est faible, ben là, ça peut orienter vers l'HBP. Une courbe normale est en cloche, voilà, tandis qu'une courbe aplatie signe un trouble de la vidange. Voilà, voilà. Donc la cloche, ça veut dire qu'au tout début le premier temps de la miction, bah, le débit sera assez faible. Il va augmenter progressivement pour atteindre un sommet au milieu, pile au milieu de la miction, bah, on aura un sommet, c'est-à-dire le débit sera le plus important et puis le débit va réduire petit à petit, enfin même, assez brutalement pour se stopper à la fin de la miction et dans le cas, d'HBP notamment et bien, la courbe sera vraiment aplatie donc, on aura un temps de miction plus long avec un débit moins élevé qui ne dépassera pas du coup les 15 millilitres par seconde. Le résidu post-mictionnel aussi, donc ça, c'est un examen paraclinique qui permet d'estimer et même de calculer la quantité d'urine dans la vessie après la miction. Et donc là, il faut qu'il y ait un volume, non négligeable, c'est-à-dire en général plus de 100 millilitres. Son évaluation se fait par échographie ou un appareil type bladder scan. Donc là, pareil, c'est une petite sonde, qui ressemble à une sonde échographique et qui indique directement le volume urinaire dans la vessie. Ça, le bladder scan, on peut s'en servir pareil pour les rétentions aiguës d'urine pour estimer le volume d'urine dans la vessie. Et des fois, on peut avoir des volumes aberrants, du genre plus d'un litre, 1,5 litre, 2 litres, voilà. Ça peut être très gros, une vessie. Un résidu post-mictionnel ne constitue pas à lui seul une indication opératoire, d'autant plus qu'un résidu peut être lié à une obstruction sous-vésicale ou à une hypoactivité vésicale. Donc voilà, pareil comme on dit, si le détrusor n'est pas assez actif, eh bien, on va pas forcément chercher à opérer. Voilà. Ensuite, dans les choses un peu plus, voilà, qui ne sont pas de la première intention, on va pouvoir doser le PSA, ou le PSA total. C'est non systématique en première intention, car ça ne fait pas le diagnostic d'HBP, mais par contre, ça permet de détecter un cancer de la prostate, donc de faire le diagnostic différentiel. Le dépistage est individuel, donc c'est pas un dépistage, national comme, le cancer colorectal, le cancer du sein, heu, ou du col de l'utérus avec les frottis. Donc là, pour le coup, c'est individuel, voilà, c'est selon chaque patient et sa réalisation est à évaluer en fonction du contexte. Donc là, c'est l'âge du patient, son espérance de vie et après son accord, bien sûr. Voilà pour le PSA et après sur la prise de sang, tant qu'on y est, eh bien, on va pouvoir faire la créatininémie et la mesure
de la filtration glomérulaire avec le calcul du DFG, donc avec la méthode CKD-EPI, MDRD, et cetera. Voilà, en fonction du public cible. Et donc là, si, on le fait si on a des facteurs de risque ou des signes cliniques évocateurs d'insuffisance rénale. Son dosage est optionnel en l'absence de retentissement vésical de l'HBP. Voilà. En pratique, c'est quand même sympa de le faire, hein. Si on fait une prise de sang, autant on le demande souvent à la fonction rénale, c'est toujours, utile. Et enfin, comme autre examen, on va avoir l'échographie rénale, vésicale et prostatique, la fameuse écho, réno-vésico-prostatique. Donc ça se fait en plusieurs temps, enfin, c'est le même examen, mais il va se faire d'abord en plusieurs étapes. Donc on va faire d'abord l'échographie des voies urinaires supérieures, à la recherche d'une dilatation des cavités piélo-calicielles, qui pourrait traduire du coup une rétention d'urine. On va pouvoir observer aussi un amincissement du parenchyme, rénal, voilà, et sa réalisation est optionnelle en l'absence de retentissement vésical de l'HBP. Voilà, comme pour le reste des examens. Ensuite, on passe un peu plus bas au niveau de la vessie, donc l'écho vésical. On va rechercher des signes de vessie de lutte. Donc là, ce sera notamment des parois vésicales épaisses avec des diverticules et ouais, ça peut être une complication de l'HBP. On peut aussi, retrouver des lithiases vésicales, des diverticules, une hypertrophie du détrusor, un résidu post-mictionnel, voilà. Et la réalisation de l'écho vésical est optionnelle en l'absence de retentissement vésical de l'HBP. Bon, ben, ça voilà, comme on l'a dit juste avant. Et enfin, on passe à l'écho de la prostate au niveau suspubien, puisque tout simplement on ne peut pas le faire en sous-pubien, hein. Et donc là, on va essayer de rechercher un lobe médian. L'échographie suspubienne permet l'évaluation du volume prostatique, mais n'a pas de place par contre pour la détection d'une tumeur de la prostate. Voilà, il faudra s'y prendre autrement. Ensuite, comme autre examen d'imagerie, on va voir l'urétrocystoscopie. Donc ça, cet examen n'est réalisé qu'en cas de doute diagnostique, à la recherche d'une sténose urétrale, donc de l'urètre, ou d'une tumeur de la vessie, en cas de présence d'hématurie. Cette urétrocystoscopie est réalisée par un urologue et c'est un examen invasif, du coup, qui va être plutôt de deuxième intention. Voilà. Ensuite, on peut continuer avec le bilan urodynamique. On en a un petit peu parlé au-dessus. Ça, c'est un examen qui ne va être réalisé qu'en cas de discordance de symptomatologie ou dans le cadre de maladies neurologiques. Voilà, c'est un peu pour ça que nous, à Toulouse, par exemple, on le faisait, dans le service de MPR. Il y avait la prise en charge de pathologies neurologiques souvent. Donc là, on peut le faire dans le cas de neuropathie diabétique ou neuropathie alcoolique, la maladie de Parkinson, et cetera, et ça va permettre de rechercher une hypotonie, du détrusor. On va pouvoir, déterminer une courbe débit-pression, avec ce bilan hydrodynamique et ça permettra de différencier une obstruction sous-vésicale, notamment l'hypertrophie de la prostate. Ça peut différencier ça d'une hypotonie détrusorienne. C'est un examen invasif, là aussi, qui est de deuxième intention et qui est réalisé par un spécialiste. Voilà. Et enfin, dernier examen, secondaire, ça va être le calendrier mictionnel. Et donc là, il va être indiqué en cas de symptômes invalidants de la phase de stockage des urines ou de suspicion de polyurie. C'est-à-dire qu'il va y avoir trop de volume urinaire, excrété chaque jour, notamment dans le diabète sucré, l'apnée du sommeil, l'insuffisance cardiaque, l'apotomanie, et cetera. Donc là, voilà, calendrier mictionnel où on va, recenser un petit peu tous les épisodes, de miction dans la journée du patient. Voilà, un petit coup d'eau et on enchaîne. Alors, donc on va voir un petit peu maintenant la prise en charge. Donc, première étape de la prise en charge, ça peut être l'abstention ou surveillance. Donc ça va être notamment pour les patients qui vont présenter une HBP non compliquée. Donc là, ça sera une rétention aiguë ou chronique, heu
L'insuffisance rénale, le calcul, l'infection, donc ça c'est ce qu'on n'aura pas en fait, on n'aura pas ces complications-là. Les symptômes du bas appareil urinaire vont être minimes ou modérés sans altération de la qualité de vie. Donc là, on aura le score IPSS qui sera inférieur à 9 par exemple, donc il sera plutôt dans la partie faible. Le risque de complication d'une HBP, correctement suivi, est faible. Donc voilà, si le patient qui a un HBP, va régulièrement chez le médecin, qui fait les examens, préconisés et cetera, en temps et en heure, il aura peu de risques de complications. Il faut informer le patient sur le caractère bénin de l'HBP. Voilà, ça peut très bien se passer et on peut très bien vivre avec. On va donner des explications claires sur l'HBP, car elles permettent une amélioration significative des symptômes du bas appareil urinaire. On va pouvoir aussi donner des conseils hygiéno-diététiques, voilà, qui ont un impact modéré sur l'évolution des symptômes. Voilà, donc ça a quand même un bel impact, un petit impact. C'est cependant insuffisant pour modifier l'histoire naturelle de la maladie. Voilà, mais c'est une aide supplémentaire et ça fait pas de mal pour tout le reste, hein, pour tous les facteurs de risque, associés. Bon, si l'abstention-surveillance ne suffit pas, on peut passer sur les traitements pharmacologiques. Donc là, ça va être pour les patients qui présentent une HBP non compliquée, mais avec des symptômes du bas appareil urinaire modérés à sévères. Et donc là, le score IPSS supérieur à 9 pour le coup. Premièrement, la phytothérapie. Donc là, leur mode d'action reste inconnu, c'est bien toléré, et le niveau de recommandation est cependant inférieur par rapport aux autres classes pharmacologiques. Donc là, la phytothérapie, notamment, il y a le permixon. Permixon, c'est une feuille d'une plante exotique, je ne sais plus le nom exactement. Je vais pouvoir vous le chercher de suite, hein, permixon. Voilà, c'est un extrait végétal qui est à base de Serenoa repens. Voilà, bon, voilà, le palmier de Floride. Donc voilà, la phytothérapie. Peu d'effets indésirables, mais bon, les effets modérés. Ensuite, on a les alpha-bloquants. Donc là, on connaît par exemple le Xatral. Le Xatral, c'est l'alfusosine, je crois son petit nom, si je ne m'abuse. Xatral, alfusosine, c'est bien ça et donc ça, c'est un alpha-bloquant et ça va lutter contre la contraction des voies urinaires. Ça va permettre voilà, de dilater les voies urinaires. Bah, ces alpha-bloquants, ils vont améliorer le débit urinaire par la relaxation des muscles lisses, à la fois de la prostate, mais aussi du col vésical. Ça a une action rapide et stable dans le temps. Les effets indésirables, par contre, ça peut être une hypotension orthostatique, mais également une anéjaculation, donc une absence d'émission de sperme. Voilà, on n'aura pas d'éjaculation. En cas de rétention urinaire, la prescription d'alpha-bloquant 48 heures avant la tentative de retrait de la sonde vésicale améliore les chances de succès de reprise d'une miction de bonne qualité. Donc voilà, pour un patient à qui, on a posé une sonde urinaire à demeure, eh bien, on pourra lui prescrire des alpha-bloquants pour favoriser, la reprise de la miction naturelle. Voilà pour les alpha-bloquants. Ensuite, les inhibiteurs de la 5-alpha réductase. Donc, ça va être présenté aux patients ça va être proposé aux patients qui présentent des symptômes du bas appareil urinaire gênants, donc avec un IPSS, supérieur à 8 ou 9 et qui ont un volume prostatique supérieur à 40 millilitres. Ça va bloquer en fait la conversion de la testostérone en dihydrotestostérone. Ces inhibiteurs de la 5-alpha réductase vont améliorer le débit urinaire par une réduction du volume prostatique qui va entraîner une réduction du PSA de 50%, ce qui est beaucoup, au bout de 6 mois. Là, pour le coup, c'est des traitements qui sont longs du coup, ils vont agir en plusieurs mois et ils doivent être utilisés en seconde intention après l'échec d'une monothérapie par phytothérapie, première d'abord, ou par alpha-bloquant. Les effets indésirables, ça va être une dysfonction érectile et une asthénie. Et il faut savoir aussi que les inhibiteurs de la 5-alpha réductase
pourrait augmenter le risque de cancer de prostate à haut risque. Voilà, donc à manier avec modération. Ensuite, on peut faire une association des alpha-bloquants avec ces inhibiteurs de la 5-alpha-réductase, donc c'est les 2 molécules dans un seul comprimé. C'est une bithérapie qui est plus efficace que chacun des traitements seuls. Par contre, bien sûr, on fait prendre, les effets indésirables des 2 traitements cumulés et c'est recommandé en cas d'inefficacité de ces mêmes traitements pris en monothérapie. Donc on peut les associer. Voilà, voilà. Ensuite, il y a d'autres classes médicamenteuses, notamment les inhibiteurs de la phosphodiestérase de type 5. Ça, c'est le tadalafil, notamment. Ça peut être proposé aux patients qui ont des symptômes gênants et qui ont aussi une dysfonction érectile. Voilà, c'est un peu la même classe que le Viagra, le sildenafil. Là, c'est le tadalafil, mais voilà, donc ça prend en charge la dysfonction érectile également. Les effets indésirables, ça va être les bouffées de chaleur. Et il y a un avis cardiologique qui a demandé chez les patients peu actifs ou qui ont des facteurs de risque cardiovasculaire. C'est pour ça notamment qu'il y a eu des histoires de crise cardiaque et d'arrêt cardio-respiratoire chez les patients qui ont utilisé du Viagra. Voilà, ça a un effet sur le cœur. Et enfin, dernière classe médicamenteuse, ça va être les anticholinergiques. Et donc là, on peut les associer avec un alpha bloquant en cas de persistance de symptômes de stockage. Voilà, chez un patient qui prend déjà un alpha bloquant. Ça va être contre-indiqué en cas de résidu post-mictionnel supérieur à 150 millilitres et aussi de glaucome aigu par fermeture de l'angle qui n'est pas traité. Voilà, parce que ça peut le majorer. Les effets indésirables, ça va être la constipation, la sécheresse buccale, l'aggravation de la dysurie et également des troubles cognitifs, notamment chez les sujets âgés où il faut faire attention. Donc voilà pour les anticholinergiques. Et enfin, si ça suffit pas, et bien, il reste ensuite le traitement chirurgical. Donc là, ça, c'est pour les patients qui ont eu une HBP compliquée, notamment en cas de rétention aiguë d'urine, de la lithiase vésicale, de l'hématurie récidivante d'origine prostatique, voilà, bon, toutes les complications qu'on a vues, juste avant et aussi qui ont des symptômes du bas appareil urinaire modérés à sévères, qui résistent au traitement médical maximal. Voilà. Donc, ce traitement chirurgical va permettre une levée d'obstruction sous-vésicale, donc ça va être nécessaire si on a une obstruction totale, de l'urètre, hein, par la prostate. Donc il y a des traitements ablatifs ou non ablatifs. Donc là, les traitements ablatifs, ça va être la résection transurétrale de prostate, mono ou bipolaire et donc là, le volume prostatique sera inférieur à 80 cc. Heu Ensuite, on peut aussi faire une énucléation endoscopique de l'adénome de prostate par des lasers, par un résecteur bipolaire. Là, il n'y a pas de limite de volume prostatique. On peut faire une vaporisation prostatique par laser ou résecteur bipolaire également. Là, il n'y a pas de limite de volume non plus. Et on peut aussi faire une adénectomie prostatique en cas d'adénome de prostate. Et donc ça peut se faire soit par ça peut se faire par laparotomie suspubienne. Donc là, c'est pour les prostates très grosses qui font plus de 80 cc. Voilà pour le traitement ablatif. Ce qu'on fait le plus généralement, c'est les résections transurétrales de prostate. Voilà le RTUP. Et enfin, il y a les traitements non ablatifs. Et donc là, ça va être une incision cervico-prostatique. Ça, c'est pour les volumes prostatiques inférieurs à 30 cc, donc peu important. Et sinon, on peut mettre des implants urétro, voilà, notamment un qui s'appelle l'Urolift. Et ça, c'est pour les volumes prostatiques plus volumineux, mais qui restent inférieurs à 80 cc. Et donc là, en fait, on va mettre, un tube dans l'urètre qui permet, un tube rigide qui permet d'éviter que, la prostate appuie trop sur l'urètre et fasse une rétention d'urine. Voilà, tous ces traitements de désobstruction de l'HBP ont des risques par contre et ces risques, ça va être l'incontinence urinaire, l'éjaculation rétrograde. C'est-à-dire que ça va pas sortir par le méa urétral, mais ça va remonter dans la vessie.
Ça peut entraîner des infections urinaires et aussi une sténose urétrale. Voilà, ce qui va un peu à l'encontre de ce qu'on recherche à faire, donc c'est un peu bête. Voilà, et on va finir cet item sur, les situations qui vont justifier l'avis spécialisé. Voilà, selon l'Association française d'urologie. Donc ça va être les symptômes du bas appareil urinaire qui sont a priori non liés à une HBP. Donc là, c'est chez les patients, par exemple, de moins de 50 ans. Ça va être celui qui a des urgenturies isolées, une nicturie isolée, donc des émissions d'urine à la nuit de manière, isolée, une incontinence urinaire, un contexte particulier, notamment une maladie neurologique, une sténose de l'urètre qui est connue, un diabète sucré déséquilibré et cetera. Ça peut être aussi une hématurie avec un facteur de risque de cancer urothélial, notamment le tabac, la profession avec l'exposition à des molécules, et cetera. Donc ça, on va adresser le patient, chez un urologue, donc demander l'avis spécialisé. Ensuite, c'est qu'on aura aussi une anomalie à l'examen clinique, notamment un globe qui est palpable, un nodule ou une induration de la prostate au toucher rectal, ou si on ne peut même pas faire le toucher rectal, et aussi le phimosis serré. Voilà, ça, on va devoir demander l'avis spécialisé. Ensuite, quand on a une CBU anormale, on va le faire aussi. Donc là, le CBU anormal, c'est la présence, d'une bactériurie, de la présence de leucocytes ou de sang. Voilà. Ensuite, lorsque le traitement médical est inefficace, on va demander un avis spécialisé, notamment avant la mise en route d'un traitement anticholinergique, qui est la dernière étape médicale, médicamenteuse, pardon. L'augmentation du PSA, pareil, va nécessiter, l'avis spécialisé et enfin l'obstruction sévère ou la survenue d'une complication. Voilà, donc là, ça va être les symptômes sévères, la rétention aiguë d'urine, l'insuffisance rénale obstructive, la prostatite aiguë, le calcul ou le diverticule de vessie et enfin le résidu post-mictionnel, important, c'est-à-dire de plus de 100 millilitres. Ouf! Voilà, donc là l'item est fini. Chapitre assez long au final, je pensais que ça allait être plus court que ça. Donc voilà, sur l'hypertrophie bénigne de la prostate, j'espère que ça vous aura remis un peu les idées au clair. Voilà, bon, pour tous ceux qui sont encore, ici à ce stade, bah, voilà, juste pour vous dire que là, je pense que je vais plus trop mettre de texte sur les posts Insta et sur, la description de l'épisode. Voilà, déjà, premièrement, je sais pas si vous les lisez. Deuxièmement, moi, ça me fait un peu de charge mentale supplémentaire et des fois comme, j'enregistre assez tard le soir, ça grignote un peu sur mon sommeil donc pour moi, c'est un peu pesant de faire ces textes. Voilà, alors que là, si quand je lance le micro, je parle, j'enregistre, je publie, ça c'est rapide. Ce qui me prend presque le plus de temps au final, c'est de faire le texte, chercher les images et cetera. Donc voilà, s'il y a des images vraiment intéressantes, je les mettrai. Par contre, le texte, je pense que je vais m'en passer. Voilà, vous me direz si vraiment ça vous manque ou pas, mais voilà, pour ma santé mentale, je pense que ça n'en sera que mieux et je pourrais être ainsi plus à l'heure, dans la publication des épisodes, ce qui reste quand même le plus important. Voilà, allez, trêve de blabla. Sur ce, eh bien, profitez bien de votre journée qui s'annonce ou de votre nuit si, vous l'écoutez le soir. Continuez à bien travailler le couteau entre les dents pour défoncer cet externat. Voilà, si vous êtes même pas à l'externat, si vous êtes avant ou après, eh bien, travaillez bien, hein, parce que dans tous les cas, le travail, c'est la santé, comme on dit et ici, c'est ce qu'on recherche en priorité. Allez, je vous fais de gros bisous et à plus dans le bus pour le prochain épisode. Ciao, ciao.